Bonjour à tous, c'est Ben, je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je sais que depuis la fin des JO, vous êtes en manque de basket, mais ne vous inquiétez pas, la Pro B redémarre très bientôt, dans moins d'un mois, exactement. Et je me suis dit que pour l'occasion, je vais vous aider à patienter. Je vais vous faire découvrir toutes les équipes de la saison à venir de Pro B. Évidemment, la grande nouveauté de cette saison, c'est l'instauration d'un play-in. Les 6 premières équipes du championnat seront automatiquement qualifiées pour les playoffs, tandis qu'il restera 2 billets à composter. J'ai donc décidé de faire une série de 3 vidéos qui correspondra au classement que j'imagine pour la fin de saison. Les équipes que je vois classées dans le top 6 et qui seront donc automatiquement qualifiées pour les playoffs, je ferai également une vidéo pour les équipes classées entre la 7e et la 13e place. Et enfin, je ferai une dernière vidéo consacrée aux équipes qui devraient selon moi se battre pour ne pas descendre, c'est-à-dire les équipes classées entre la 14e et la 20e place. Sans surprise, dans cette vidéo, si vous avez vu les précédentes, vous savez que je vais vous présenter les équipes que je vois dans le top 6 et donc les équipes que je vois directement qualifiées pour les playoffs. Pour débuter cette vidéo de la meilleure des manières, je vais commencer par le club de la Chorale de Roanne. Roanne a connu une saison pour le moins mouvementée la saison dernière et descend tout droit de première division. La volonté du club était de repartir sur des bases saines et sur un tout nouveau projet. Et donc, très peu de joueurs sont restés. Les joueurs qui ont réalisé une saison solide dans le marasme corallien la saison dernière sont partis vers des projets et des cieux plus rémunérateurs avec un challenge sportif plus intéressant. Je pense notamment à Sekou Doumbouya qui a signé en Espagne, à Yanis Morin qui a signé au Japon, DJ Cooper, etc. Au final, seuls 2 joueurs sont restés, les Français Antoine Dio et Maxime Ross. Antoine Dio, ancien international, tout comme Maxime Ross d'ailleurs, qui avait 2 ans de contrat. Et Maxime Ross, donc, qui a connu une saison blanche la saison dernière, qui va tenter de se relancer en Pro B. Au niveau du recrutement, ce que l'on peut dire, c'est que la chorale a mis les petits plats dans les grands, avec de très belles signatures. Et lorsque l'on regarde tous ces noms, je sais pas vous, mais moi, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est que tous ces joueurs pourraient être titulaires dans quasiment toutes les équipes de Pro B. Et d'ailleurs, Roanne a principalement recruté en Pro B, puisque Terrell Gomez, le micro-meneur, évoluait du côté de Orléans, Michael Hogan évoluait à Pau, avec Dylan Afomama d'ailleurs, Sean Tanner évoluait à Angers, il a signé en Betclic Elite à Limoges, mais il s'est fait prêter à Roanne. Nous avions également Florian Léopold à Champagne Basket, qui a suivi le coach Thomas Andrieux. Et enfin, Dante Thomas nous vient tout droit d'Italie et Bruno Singalamata arrive tout droit de Betclic Elite où il a réalisé une très belle fin de saison avec le SLUC Nancy. Maintenant, regardons à quoi ressemble l'effectif. Honnêtement, sur le papier, je ne me souviens pas avoir vu une équipe aussi séduisante pour la Pro B. Tous les postes sont doublés avec des joueurs dont on connaît le niveau, on sait ce dont ils sont capables d'apporter, hormis le jeune peut-être Mathis Courbon qui a signé son premier contrat professionnel cet été et qui fait partie des joueurs prometteurs de sa génération. Il y a également eu une incertitude autour de quelques jeunes, Alexandre Bouzidi, Narcisse Ngoy et Théo-Pierre Justin. Malheureusement, je ne sais pas si on peut dire malheureusement, mais en tout cas, toujours est-il que ces 3 joueurs-là ne feront pas partie de l'effectif corallien la saison prochaine. Regardons maintenant le tableau de bord de la Chorale de Roanne, à commencer par le budget. Forcément, sans surprise, côté budget, Roanne a annoncé conserver à peu près la même enveloppe que l'an dernier en Betclic Elite, ce qui fera donc de Roanne l'un des clubs les plus riches cette année en Pro B. Et d'ailleurs, ça s'est vu avec le recrutement. On peut également noter que le club travaille aussi à la structuration de son staff technique avec le recrutement d'un adjoint, de personnes dans le staff médical et l'arrivée prochaine d'un directeur sportif, chose qui était très importante pour la Chorale de Roanne. Comme je le disais dans l'introduction, l'année dernière, la chorale évoluait à l'échelon supérieur en Betclic Elite. Roanne a connu une saison délicate l'an dernier en terminant 17e en première division, malgré des joueurs de qualité. Le club a annoncé vouloir remonter dans les 3 ans, mais au vu du recrutement effectué, difficile de penser que la chorale souhaite s'éterniser en Pro B et ne vise pas une remontée immédiate. L'objectif pour Roanne sera principalement, je pense, la première place, synonyme d'accession directe pour la Betclic Elite. Du côté des joueurs clés, là aussi, sans grande surprise, j'ai décidé de mettre les 2 rescapés de l'année dernière, habitués à évoluer en première division et qui paraissent, sur le papier en tout cas, un peu surdimensionnés pour la Pro B. J'ai nommé Antoine Dio, ancien international, qui a longuement évolué en Euroleague du côté de Valence et de l'Asvel notamment, et qui a été encore très intéressant en Betclic Elite la saison dernière. Et bien sûr, Maxime Ross, comme je le disais, il sort
presque de 2 saisons blanches, mais il a fait une très bonne rééducation et avant sa blessure, il faisait partie des meilleurs ailiers forts français de Betclic Elite. Bon, jusqu'ici, j'ai un petit peu tressé des louanges sur le recrutement rouennais, mais forcément, il y a quand même quelques points d'interrogation et des doutes. En premier lieu, ce que je pourrais noter, c'est que c'est logique, lorsque l'on renouvelle quasiment totalement son effectif, forcément qu'un nouveau coach arrive, il va falloir créer un collectif, une alchimie. Et ça, il y a toujours un point d'interrogation à ce stade de la saison. Il va falloir créer une alchimie, il va falloir créer un groupe qui a envie d'être ensemble, qui a envie de se dépasser, de faire les efforts les uns pour les autres et de rester unis, aussi bien dans les bons moments que dans les moments un petit peu moins bien. Le revers de la médaille d'ailleurs d'un tel recrutement, c'est qu'il va falloir gérer les temps de jeu, il va falloir gérer les égos. Parce que comme je le disais, à peu près tous les joueurs de l'effectif pourraient revendiquer 25 minutes de temps de jeu dans à peu près tous les clubs de Pro B. Donc Thomas Andrieux va avoir à charge de gérer son effectif. Un problème de riche, je vous l'accorde. La dernière interrogation que je pourrais avoir, en tout cas c'est moins une interrogation qu'un pressentiment, c'est que Rouen, je pense, de par son statut de club qui redescend de l'élite, de par le recrutement également effectué, aura une cible dans le dos et s'avance peut-être comme le favori numéro 1 à une accession directe. Ce sera l'équipe à abattre et donc il va y avoir davantage de pression autour de l'équipe. Attention à un biais de surconfiance qu'il pourrait y avoir dans les rangs coralliens. On sait tous à quel point, et l'année dernière l'a encore parfaitement montré, eh bien, qu'avoir un bel effectif sur le papier, ce n'est pas toujours gage de réussite. Personne, je pense, n'aurait misé sur La Rochelle et Vichy dans le top 2 de la dernière saison. Du côté des motifs d'espoir, cette fois, j'en ai déjà longuement parlé, mais waouh, la qualité et la profondeur de l'effectif est vraiment hyper impressionnante. Ça peut d'ailleurs être la force de cette équipe, sa profondeur d'effectif. Parce que quand on regarde les joueurs qui seront en rotation, on se dit waouh, ça va être hyper deep, ça va être hyper profond et on peut s'attendre à ce que le niveau d'intensité, le niveau de performance, eh bien, il reste le même entre le 5 majeur et les rotations. J'ai également mis la polyvalence. Oui, on a plusieurs joueurs qui sont capables d'évoluer sur plusieurs positions et on sait que dans le basket moderne, eh bien, c'est très intéressant et c'est très important d'avoir des joueurs capables de jouer sur plusieurs positions. Déjà, ça permet de pouvoir s'ajuster en cours de match, mais ça permet aussi de pouvoir pallier à d'éventuelles méformes ou blessures de certains joueurs. Et je terminerai enfin ces motifs d'espoir par faire de Maxime Ross le potentiel facteur X de cette équipe. Après 2 ans sans jouer, alors forcément, il va y avoir un petit temps de reprise, un temps de remise en forme, de réadaptation, mais Maxime Ross, on parle d'un joueur de classe supérieure pour la Pro B. Et je sais pas vous, mais moi j'ai très hâte de voir la saison qu'il va nous prendre. Et je pense que, à l'image de son équipe d'ailleurs, quasiment totalement reconstruite, eh bien Maxime Ross, il va monter en puissance au fur et à mesure de la saison. Et je serais pas étonné que la chorale de Rouen soit un vrai rouleau compresseur sur la deuxième partie de saison. Passons maintenant à un autre relégué de Betclic Elite, l'ADA Blois qui retrouve la Pro B après 2 saisons dans l'élite. Le grand changement cette saison, c'est que Michael Hay, l'emblématique entraîneur blésois, eh bien, ne sera plus le coach principal de l'ADA, puisqu'il a été remercié en fin de saison dernière au profit de son ex-assistant coach David Morabito, qui a été confirmé pour l'exercice à venir. Dans son sillage, un gros turnover a été opéré puisque la quasi-totalité de l'effectif est partie, notamment Milan Barbic qui évoluera à Nanterre, Armel Traoré qui a signé avec les Lakers un tout et contract, et Brice Dessert qui évoluera sous les couleurs strasbourgeoises. Au niveau des arrivées et du recrutement, eh bien, Blois n'a pas fait dans le bling-bling, mais Blois a fait du solide. Une équipe valeureuse et combative a été montée avec des joueurs adaptés aux joutes de la Pro B. Un très beau recrutement JFL avec Romuald Morancy par exemple, Jacques Allinguet qui arrive tout droit de Dijon, Lucas Hugolin qui arrive à Limoges, qui n'a pas encore explosé, mais peut-être que ce sera le cas cette saison, et puis également des recrues étrangères qui semblent de qualité, Siani Chambers et Flo Tamba. Les 2 derniers recrues, Fabien Damas qui évoluait à Rennes, formé à Gravelines, et enfin Thalys Soulac, un jeune meneur qui a été formé à l'INSEP. Côté effectif, eh bien, il faut y ajouter 3 joueurs qui sont restés. Premièrement, Timothée Vergia, le sniper, médaillé d'argent au JO de 3-3 en basket. Il formera une très belle paire d'arrière-meneurs avec Maxime Sconard, un profil très intéressant qui a été très bon en fin de saison dernière. Nous avons également le fidèle Thomas Courtois qui est resté et qui va composer une très belle paire de poste 4 avec Romuald Morancy. Globalement, le roster me paraît très équilibré avec beaucoup d'expérience, 3-4 joueurs à potentiel à développer et des aptitudes qui font penser que Blois, eh bien, une fois n'est pas coutume,
aura une assise défensive qui devrait être de qualité, qui devrait lui permettre d'être parmi les plus hauts placés dans la division cette saison. Côté budget, maintenant, Blois descend de Betclic Elite et devrait donc avoir l'un des budgets et l'une des masses salariales les plus élevées de la division. En ce qui concerne le dernier classement, comme je le disais, Blois était en Betclic Elite, ils sont descendus. Malheureusement pour eux, ils ont terminé à la 16e place, la place du malheureux, puisque c'est celui du premier relégable dans une saison à 3 descentes, ce qui est d'autant plus frustrant, surtout que l'ADA avait réalisé un bon début de saison et ensuite connu un très gros passage à vide. Du côté des joueurs clés, j'ai pas fait dans l'original, j'ai misé sur l'axe 1-5, Siani Chambers et Jacques Allinguet. On sait que l'axe 1-5 au basket c'est très important, le meneur est là pour dicter le jeu, être le relais du coach et Chambers arrive en France avec des références plutôt intéressantes. Et de l'autre côté, sur le poste 5, Jacques Allinguet, tout le monde connaît, ça devrait être le taulier de l'équipe, le capitaine défensif. Il a montré qu'il avait encore de très beaux restes à Dijon et j'ai très hâte de le voir évoluer en Pro B avec un rôle important. J'aurais aussi pu mettre Romuald de Morancy, mais j'ai décidé de rester sur du classique, l'axe 1-5. Au niveau des questions que l'on peut se poser sur l'ADA, il y a tout d'abord la création du collectif. Forcément, mais je vous rassure, cette interrogation sera présente dans à peu près chaque roster où les effectifs ont été quasiment totalement renouvelés. En l'occurrence, seuls 3 joueurs sont restés, donc c'est à peu près 70% de l'effectif blésois qui est renouvelé. Ensuite, je trouve le banc un peu jeune, même si j'adore que les jeunes joueurs soient responsabilisés. Je n'ai pas beaucoup de doutes sur le fait que Maxime Sconard sera performant, mais c'est vrai que ce sera sa première vraie saison en professionnel en étant responsabilisé, et on peut se questionner sur le temps de jeu qu'aura réellement Thalys Soulac en début d'exercice. Sur le bas court, les rotations vont peut-être être un peu tendres en début d'exercice où Sconard, Soulac ou encore Fabien Damas devront vite prendre le pli de la Pro B, mais je n'ai pas de doute qu'après quelques semaines de compétition, ça roule vraiment tout seul. Enfin, la dernière interrogation que j'ai concerne le scoring. Difficile d'identifier qui sera réellement le go-to-guy de cette équipe, le joueur qui pourra prendre le match en main lors de money time serrés. Ça peut aussi être une force, que le scoring soit réparti et que le collectif, justement, soit l'arme de cette équipe. Et d'ailleurs, je pense que c'est comme ça qu'a été construit cet effectif par David Morabito et ses adjoints. On sait qu'avoir quelques joueurs avec des responsabilités et des facilités accrues sur le plan offensif pour scorer, ça peut être hyper utile. Et certains joueurs devront peut-être être un peu dans le dépassement de soi, dans le dépassement de fonction pour assurer cette fonction. Ça peut être Siani Chambers, par exemple, qui peut venir avoir ce rôle. Ça peut être aussi également Timothée Vergea. On sait que c'est un fort shooter, un sniper, plus un shooter naturel qu'un scoreur par ailleurs, et Hugolin peut-être devra step up pour vous montrer qu'il peut prendre ce rôle à un niveau moins élevé que la Betclic Elite. Du côté des motifs d'espoir, j'en ai déjà un petit peu parlé, il devrait y avoir une assise défensive très intéressante, avec des défenseurs reconnus et des joueurs combatifs, dur au mal. Le roster est d'ailleurs plutôt polyvalent également, avec des joueurs capables de jouer sur plusieurs postes. Enfin, même si on voit que la volonté du coaching staff est d'avoir une équipe à dominante française, il est quand même intéressant de noter qu'en cas de pépin physique et de blessure longue durée, le club de Blois pourra recruter un joueur étranger supplémentaire puisqu'il n'en a que 2 sous contrat alors que les clubs de Pro B peuvent avoir 4 joueurs étrangers dans leur effectif. Autour de l'Hermine Nantes Basket désormais. Et oui, ça peut forcément surprendre, mais je suis persuadé qu'à la fin de cette présentation, vous serez aussi optimiste que moi sur les résultats et sur le potentiel de cette équipe. Alors, Nantes, c'est simple, ça a été le grand ménage, puisque tous les joueurs sont partis. C'est une équipe 100% neuve, vraiment tous les joueurs sont partis, et donc c'est une nouvelle équipe qui se présentera sous les ordres de Laurent Pluvy, le coach, qui lui, par contre, est resté. Parmi les départs notables, allons-y. On peut mentionner certains joueurs qui ont été assez intéressants la saison dernière. Je parlerai notamment de l'ailier congolais Christian Loutete qui jouait pour sa 2e saison en France sous les couleurs de Nantes. La première avait été à Évreux où il avait été très bon. Un autre joueur qui avait été plutôt intéressant, c'était le meneur américain Devon Thomas. Mais Laurent Pluvy a décidé de ramener beaucoup de sang neuf dans son effectif après une énième saison décevante côté nantais. Côté recrue, le technicien nantais a fait son marché en Pro B, puisque 7 joueurs ont évolué en Pro B la saison dernière et y ont performé. Nantes ne sera donc pas totalement en terrain inconnu. En signature notable, on peut mettre en avant que Nantes a mis la main sur le meneur Ray John Kelly, déjà passé par Lille et également Boulazac, un métronome qui sera une valeur sûre dans la division. Ou encore Johan Lofberg,
qui évoluait du côté de La Rochelle. Le shooter suédois retrouvera notamment un ancien coéquipier, Sheriff Haidara, qui évoluait avec lui à La Rochelle où ils ont été champions. On peut également retrouver l'athlétique Darrell Poirier en provenance de Angers, tout comme l'arrière Stéphane Gauthier avec qui il évoluait aussi du côté d'Angers. Cela donne, ma foi, un effectif très séduisant, avec des joueurs qui connaissent le championnat, des postes qui sont doublés et une belle complémentarité entre des joueurs d'expérience, d'autres qui vont entrer dans leur prime et des joueurs qui ont encore tout à prouver et de la jeunesse. Le 5 majeur notamment, vous le voyez affiché à l'écran, il est de très belle facture. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que pour une équipe qui a totalement renouvelé son effectif, eh bien, il devrait déjà y avoir quelques automatismes entre certains de ces joueurs. Comme je l'ai dit lors des signatures, eh bien, il y a déjà des joueurs qui ont évolué ensemble. C'est le cas de Stéphane Gauthier et Darrell Poirier qui étaient à Angers. C'était également le cas de Johan Löfberg et Sheriff Haidara qui étaient à La Rochelle, et on peut même dire que Johan Löfberg et l'autre recrue suédoise Adam Ramstedt, eh bien, se connaissent très bien. Ils sont tous les deux suédois et ont tous les deux joué dans les équipes internationales jeunes suédoises. Sur le tableau de bord, maintenant, commençons par le budget. Eh bien, Nantes possédait le 9e budget, la 10e masse salariale. On était vraiment sur une équipe middle. Une équipe middle avec des moyens corrects. Mais j'ai quand même l'impression que le club a fait des efforts assez considérables pour offrir à son coach un effectif de grande qualité, de grande profondeur aussi. Et ça ne m'étonnerait pas que la saison prochaine, eh bien, l'Hermine soit dans le top 8 des budgets et des masses salariales. Au niveau du classement de la saison dernière, Nantes avait terminé à une timide 13e place, ce qui est assez décevant au vu du potentiel global qu'offre la ville, on va dire, du bassin nantais, et aussi car l'équipe avait encore une fois plutôt bien démarré le championnat avant de s'enfoncer progressivement dans le ventre mou pour terminer sur une non-qualification en play-off. Ça commence à devenir une habitude pour les Nantais et j'ai l'impression qu'ils ont mis le paquet justement pour retrouver les playoffs au plus vite. Du côté des joueurs qui devraient être des joueurs majeurs côté Nantais, eh bien j'ai décidé de partir sur un trio composé de Ryan Kelly, le meneur américain qui devrait être vraiment le chef d'orchestre de l'équipe, du shooter suédois Johan Löfberg qui sort d'une très belle saison avec La Rochelle où il a été champion et où il a montré toutes ses qualités d'adresse extérieure. Et ça en fait vraiment un joueur difficile à défendre, notamment parce qu'il est vraiment très grand pour un ailier et il shoot vraiment très facilement au-dessus de ses adversaires. Et enfin, le 3e joueur clé, j'ai beaucoup d'espoir en Darrell Poirier, qui possède encore un potentiel assez incroyable, qui va rentrer dans son prime. Il a vraiment des qualités athlétiques assez hors normes. J'ai d'autant plus d'attentes sur lui qu'il s'est dit assez frustré en fin de saison dernière dans la manière dont il était sifflé par les arbitres, lui qui est un intérieur très très physique, qui joue vraiment très dur. Ce qui est aussi intéressant dans son profil, c'est qu'il peut à la fois jouer ailier fort, tout comme pivot, où il peut s'écarter également pour shooter. Un ailier fort vraiment très complet qui peut stretch au niveau du poste 5. Parlons maintenant des petites interrogations, des petits doutes que l'on pourrait avoir sur l'Hermine de Nantes. Premièrement, on va dire le coaching repart d'une feuille blanche. Forcément, on peut avoir tendance à se dire qu'il va falloir du temps pour que l'effectif, pour que le collectif donne la pleine mesure de son potentiel, même si, je le répète, une grande partie des joueurs se connaissent déjà parce qu'ils se sont soit affrontés en jouant en Pro B ou alors ils ont joué ensemble et donc ils ont déjà créé quelques automatismes. Mais bon, sous la houlette d'un nouveau coach, dans un nouveau système, on peut penser qu'il va quand même falloir du temps pour que tout ça se mette en place. Ensuite, et c'est forcément corrélé, il va falloir construire une alchimie, créer des valeurs communes, puisqu'il n'y a pas de vétérans véritablement dans cette équipe. Quelques cadres qui sont restés, non, il n'y en a pas. Et donc, ça va être plus difficile d'insuffler vraiment l'âme du club, les valeurs de l'équipe. Tout va se faire vraiment depuis zéro. Mais côté basket, voilà, j'ai très peu de doutes sur le fait que ce soit une équipe très performante. Ce qui m'amène forcément à parler des motifs d'espoir. Je parlerai en premier de la complémentarité et de l'aspect complet vraiment qui se dégage de la majorité des profils des joueurs. On peut déjà percevoir comment vont être utilisés certains joueurs et quelles vont être les forces justement qui seront exploitées. On va avoir quelques joueurs qui vont être durs au mal, combatifs, défensifs, comme Stéphane Gauthier par exemple, qui peut vraiment être le capitaine défensif de cette équipe, bien secondé par Darrell Poirier qui est très intense. Il y a des shooters, il va y avoir de l'adresse extérieure, avec notamment Louis Marnette, avec Johan Löfberg également. Kelly et Haidara sont aussi capables d'en mettre de loin. Il y aura du playmaking et de la création avec Ryan Kelly, avec Elian Benitez et une vraie présence physique sous les panneaux. À la vue du 5 majeur, on peut déjà voir ce qui sera attendu, plus ou moins de chaque joueur. Charge à Laurent Pluvy maintenant d'exploiter toutes les capacités à la fois individuelles mais également collectives de son équipe.
Le deuxième point, ça va être l'expérience. Mis à part Elian Benitez et Adam Ramsted, eh bien, tous les joueurs ont évolué en Pro B et connaissent parfaitement cette division. L'expérience va être là et ça va être un atout non négligeable. La période d'adaptation devrait donc être peut-être un petit peu réduite et comme je l'ai dit, les joueurs se connaissent donc déjà. Et enfin, comment ne pas parler de la raquette ? Une grande raquette, très grande, puisque les postes 4, Darrell Poirier mesure 2,8 m, Sheriff Haidara mesure 2,5 m, et sur le poste 5, le poste de pivot, Adam Ramstedt, le Suédois, culmine à 2,10 m et Jean-Fabrice Dessous, qui nous vient d'Orléans, culmine à 2,11 m. Ce sera probablement la raquette la plus grande de la division, ce qui devrait donc faciliter le contrôle du rebond, un secteur toujours très important. Un avantage de taille, sans mauvais jeu de mots pour l'Hermine de Nantes, avec des profils qui vont être assez complémentaires et surtout des rotations qui peuvent prétendre à de vraies minutes et des vraies responsabilités. Et ça peut être hyper intéressant. Par exemple, on pourrait avoir des associations avec Darrell Poirier sur le poste 4 associé à un poste 5, ou voire même Darrell Poirier sur le poste 5 associé à un Sheriff Haidara par exemple. Alors, est-ce que je vous ai convaincu ? Je sais pas, mais en tout cas, moi je le suis. N'hésitez pas à me dire si vous trouvez cette équipe de Nantes aussi alléchante que moi. Il est maintenant temps de parler d'une autre équipe, le Rouen Métropole Basket. Pour leur deuxième saison en Pro B, eh bien, je refais confiance à Sylvain Delorme et à Rouen. Il y a eu assez peu de mouvements à l'intersaison. Au revoir David Gasso, William Mensah, Charles Galliou, Johan Grandvorka, Michael Brisker et l'info, c'est surtout le départ de Hakim Williams, un départ qui a dû beaucoup chagriner Sylvain Delorme. Et de l'autre côté, colonne des arrivées, bienvenue à Arthur Bouba, Oleg Malfa, Marcus Hammond, Elwin Njok, Yuri Golitin, François Wibo et Narcisse Ngoy. Globalement, on est sur le même schéma de construction d'équipe que la saison passée, avec un effectif large, des shooters, beaucoup de shooters, encore beaucoup de shooters, et des jeunes à développer qui auront les dents qui vont rayer le parquet. En termes d'effectifs, il y a quand même 7 nouveaux joueurs et 5 joueurs sont restés, ce qui nous fait quand même du beau monde, un roster hyper large avec 12 joueurs. De toute façon, c'est la marque de fabrique de Sylvain Delorme, jouer avec une agressivité et une intensité de tous les instants. Et pour faire ça, eh bien, il faut pouvoir s'appuyer sur un effectif large, voire très large. Ça va faire de la concurrence aux entraînements et il va falloir aller gratter ses minutes et les mériter. Et ça, c'est toujours hyper intéressant et challengeant quand on est joueur, mais aussi quand on est coach, parce qu'il va falloir forcément gérer tous ces temps de jeu. Ça fait mine de rien un mix assez intéressant, avec d'un côté des joueurs confirmés, habitués à évoluer sous les ordres de Sylvain Delorme. Je pense notamment à Clarence Nadolny, qui est resté la saison dernière, à Yuri Golitin, qui évoluait avec Sylvain Delorme il y a 2 ans du côté d'Angers, et bien sûr, les papas, les darons de l'effectif, Mohamed Choua et Karim Gourari. Et de l'autre côté, je parlais de mix intéressant parce que oui, il y a des jeunes joueurs à développer avec du talent. Elwin Njok, qui nous vient de l'ASA, Arthur Bouba, en provenance de Nantes, François Wibo, Narcisse Ngoy et encore Yasmine Mambo. Mais il faut également surtout souligner le départ de KMJ Williams, qui évoluait depuis 3 ans sous les ordres de Sylvain Delorme et qui était le leader de cette équipe. Il est remplacé par Marcus Hammond, un meneur américain qui sort d'une saison exceptionnelle en Suisse où il tournait à 22 points de moyenne et à 41% de loin. Ça devrait une nouvelle fois artiller vraiment de partout à Rouen. Du côté du budget et des moyens, eh bien l'an dernier, Rouen possédait le 6e budget, mine de rien, c'est plutôt pas mal pour un promu, mais la 13e masse salariale. Donc là, il y a un petit écart. Avec l'intégration de Rouen et de Blois notamment, qui viennent de Betclic Elite, on peut penser que les moyens de Rouen devraient un petit peu reculer dans la hiérarchie, tout en restant quand même assez intéressants. Surtout pour un club qui était promu en Pro B et qui a terminé à une très belle 5e place et qui allait jusqu'en demi-finale des playoffs. Rouen sort donc d'une saison extrêmement réussie et se satisfera, je pense, de faire aussi bien. En tout cas, c'est tout ce que l'on souhaite à Sylvain Delorme et à ses troupes. Du côté des joueurs clés, j'ai décidé de partir sur la base arrière, Marcus Hammond, Clarence Nadolny. Comme l'année dernière où le duo AKMJ Williams, Michael Brisker avait beaucoup de responsabilités à la fois à la création et au scoring, eh bien je pense qu'Hammond et Nadolny vont avoir beaucoup eux aussi de responsabilités. Hammond, notamment, aura la très lourde tâche de faire oublier le micro-meneur Williams, qui a été l'un des meilleurs meneurs de Pro B, l'un des meilleurs passeurs de Pro B également.
Alors je pense que Marcus évolua dans un registre un petit peu plus scoreur que Williams. Il est plus grand aussi, ça va vraiment être quelque chose de différent pour Sylvain Delorme, puisque AKMJ Williams mesurait 1m75, Marcus Hammond de son côté, il fait 1m90. Et Clarence Nadolny, l'autre joueur clé, eh bien, il a réalisé une très belle première saison en Pro B et il était pisté par des clubs de Betclic Elite. Souvenez-vous, il y avait eu des rumeurs comme quoi Le Portel souhaitait le signer. On peut donc imaginer que des efforts ont été faits par Rouen pour pouvoir le conserver une saison de plus et donc qu'il devrait avoir encore plus de responsabilités. Ce sera en tout cas, de mon point de vue, très clairement les deux joueurs à suivre pour Rouen et également pour leurs adversaires. Mais à côté de ça, il y a aussi de la qualité. Parlons maintenant des craintes que l'on pourrait avoir. J'en ai déjà longuement parlé, je l'ai ressassé, aussi parce que c'est un joueur que j'apprécie énormément. Le départ d'AKMJ Williams pourrait faire mal à Rouen. AKMJ Williams, c'était très clairement l'un des meilleurs meneurs de Pro B, l'un des meilleurs passeurs la saison dernière, le meilleur intercepteur également, en plus d'avoir évolué 3 ans sous les ordres de Sylvain Delorme. Donc il y avait une vraie entente, une vraie compréhension entre le meneur de jeu et son coach. Et ça, eh bien, malgré tout le talent et le potentiel que semble avoir Marcus Hammond, ce ne sera pas si évident à combler. Comme on dit, on sait ce qu'on perd, mais on ne sait pas toujours si on va y gagner au change. La deuxième crainte que je vais avoir, mais par contre que je vais tout de suite mesurer, c'est qu'il ne pourrait ne plus y avoir d'effet surprise par rapport aux prestations de Rouen. On était sur un promu, et lorsqu'on est un promu, on sait qu'il y a toujours ce petit côté petit pousset qu'on ne voit pas toujours venir, qui n'est pas attendu et qui n'est pas toujours très bien scouté non plus, notamment sur la première partie de saison. Mais maintenant, voilà, tout ça c'est fini, Rouen sera attendu. Bon, j'ai peu de doutes quand même sur le fait que Rouen ne performe pas, parce que Sylvain Delorme, son système, il a déjà fait ses preuves. Il faut rappeler que à Angers, il a fait un super boulot, il a fait monter les clubs vraiment très rapidement, il est parti à Rouen, il a fait pareil, une saison en N1, basta, c'est monté, plié, je monte en Pro B, et pour ta première saison en Pro B, tu finis 5e et tu vas jusqu'en demi-finale de play-off. Si ça, on ne peut pas dire que c'est du succès fulgurant, je ne sais pas comment on peut l'appeler. Et c'est pour ça que donc, j'ai ce petit côté où je me dis que Rouen sera attendu, il pourrait y avoir ne plus d'effet de surprise, mais voilà, quand même, Sylvain Delorme, il a très largement fait ses preuves. Du côté des motifs d'espoir, maintenant, eh bien, je commençais à parler de Sylvain Delorme, continuons, la patte Delorme, comme je l'ai dit. Eh bien, comme je le disais lors de la présentation de l'effectif, 5 joueurs sont restés, dont des cadres de l'équipe, ce qui assure déjà une certaine continuité. Ces cadres sont en plus, pour la plupart, des joueurs qui ont de la bouteille, Mohamed Choua, Karim Gourari, etc. Donc il y aura de l'expérience, et ça va être important, puisqu'il y a eu beaucoup de jeunes recrues, de jeunes joueurs à potentiel. Il va falloir les encadrer avec des joueurs qui ont de la bouteille, qui ont de l'expérience, et aussi qui ont le vécu vraiment du système que souhaite mettre en place le coach Sylvain Delorme. Il y a également beaucoup de joueurs, un roster large, beaucoup de profondeur dans l'effectif qui sera à même de pallier les petits bobos et les blessures. Et ça aussi, c'est un autre motif d'espoir. Le système de Sylvain Delorme, il est exigeant en termes d'énergie, d'intensité, de rigueur aussi. Et donc, il faut pouvoir s'appuyer sur la forme des uns quand les autres sont en méforme. Parlons maintenant de Pau Orthez, l'élan béarnais. À l'instar d'autres clubs de Pro B, a procédé à un grand remaniement d'effectifs et même de staff, puisque la grande nouveauté, c'est que c'est Michael Hay qui va remplacer Eric Barteceki à la tête de l'équipe. Côté joueurs, après une saison en demi-teinte où les Palois se sont qualifiés in extremis pour les playoffs, eh bien, seuls 2 joueurs sont rescapés. J'y reviendrai. Michael Hay donc avait la lourde tâche de reconstruire son effectif et pour ce faire, il a pioché en Pro B des joueurs comme l'intérieur malgache, attention, Sitraka Rahari Manantoanina, très belle prononciation, et Kevin, voilà, maintenant c'est sur le plus facile que je me trompe, Kevin Marcion Noléo. Il est également allé piocher du côté de la N1, en arrière, Sedou Ndiaye, également le sniper Bastien Pinault qui nous vient de Betclic Elite et qui sera sans nul doute l'une des attractions de la division, qui revient au Bercail puisqu'il a été formé à Pau. Et en ce qui concerne les joueurs étrangers, eh bien seul Amadou Sidibé a déjà joué en France et en Pro B du côté de Évreux et de Tours. Sinon, aucun des Américains n'a joué en France. Sur la composition de l'effectif au global, comme je le disais, seuls 2 joueurs sont restés par rapport à l'année dernière. Le jeune meneur franco-algérien Dalil Hadi et l'ailier Gaylor Curier qui a manqué une très grosse partie de la saison dernière à cause d'une blessure.
Du sang neuf, donc, pour l'élan béarnais et un effectif bien construit, avec une certaine homogénéité, dans le sens où les rotations vont être assurées par des joueurs plutôt prometteurs en devenir et beaucoup de schémas de jeu et d'associations semblent possibles. On sait notamment que Michael Hess est un coach qui aime les projets, il aime construire sur du moyen long terme et avec cet effectif, je pense qu'il aura tout le loisir de faire progresser des Dalil Hadi, Seydou Ndiaye, qu'il a d'ailleurs un peu comparé à Mba Ndiaye qu'il a fait exploser du côté de Blois, pas tant sur le poste de jeu mais plutôt sur le profil physique. Et ce qui est intéressant avec les joueurs étrangers, notamment ce qui va concerner Walter White et Christopher Ledlum, eh bien, c'est qu'ils semblent avoir un bon QI basket. Et je sens que ce sont des joueurs qui ne vont pas tirer la couverture à eux et qui devraient arriver à se fondre parfaitement dans le moule d'un collectif. Une équipe donc très séduisante, mais aussi très intrigante. Si ça clip bien, eh bien, ça devrait jouer pour moi une place qualificative directe pour les playoffs sans passer par la case play-in. C'est pourquoi j'ai classé Portez dans cette vidéo, dans le range des équipes qui devraient être dans le top 6 en fin de saison. Côté budget, maintenant, malgré des déboires financiers ces dernières années, avec notamment l'épisode qui a fait grand bruit avec les anciens repreneurs américains, eh bien Pau faisait partie des plus gros budgets et des plus grosses masses salariales la saison passée. Sans surprise, une nouvelle fois, Pau devrait faire partie des clubs les plus fortunés de cette Pro B. J'en parlais lors de la présentation du recrutement, Pau s'est qualifié in extremis la saison dernière pour les playoffs. Et donc, je pense qu'ils voudront réaliser une saison régulière, plus régulière, justement pour s'éviter des frayeurs en fin de saison et éviter de se retrouver à jouer un play-in à la mort subite. Pour faire ça, Pau devra s'appuyer sur des joueurs clés. J'ai décidé de placer en premier lieu Keshun Cheryl, un meneur dont pour l'instant j'ai assez peu parlé, puisque je voulais vous en parler maintenant. Bien, ce meneur américain arrive avec un historique très intéressant. Si l'on considère que Dalil Hadi devrait jouer aux alentours de 15 minutes, ça veut donc dire que Keshun Cheryl, si mes calculs sont corrects, devrait jouer aux alentours de 25 minutes. Il aura donc de grosses responsabilités, à la fois à la création du jeu, mais aussi dans l'installation des systèmes et du scoring. Et il devra trouver un équilibre entre jouer pour lui, mais également servir ses partenaires qui seront dans un bon soir. Je pense notamment au sniper, car il aura des shooters de très grande qualité à côté de lui, Bastien Pinault et Gaylor Curier, entre autres. Bastien Pinault, justement, parlons-en. C'est l'autre joueur qui, je pense, sera l'un des facteurs X, l'un des joueurs majeurs de Pau cette saison. Alors, je vous arrête tout de suite. Il ne faudra pas s'attendre à ce que Bastien Pinault marque 15 points par match chaque soir, mais ce sera très très clairement l'un des joueurs à suivre. Premièrement, car c'est un shooter d'exception, ce qui veut dire qu'il va être une menace absolument constante pour les défenses adverses. Mais aussi car c'est une très grosse opportunité. Il devrait y avoir un spacing vraiment très intéressant. Il va permettre d'étirer les défenses et de créer des décalages. Et rien que pour ça, avoir un Bastien Pinault dans son équipe, eh bien, tous les clubs prennent, notamment Portez. La seconde raison, c'est que, eh bien, désormais, Bastien, il a le profil d'un joueur qui a une expérience très précieuse qu'il pourra diffuser au reste de l'effectif. Il a souvent joué dans des formations de haut de tableau en première division, il a disputé des Coupes d'Europe, donc en termes d'expérience, c'est un atout non négligeable qu'il peut être dans la transmission au reste de l'équipe. Alors, je suis assez dithyrambique et séduit pour le moment, mais quelles sont les interrogations que l'on peut craindre pour les Palois ? Encore une fois, on est sur un effectif reconduit à 80%. Avec l'arrivée d'un nouveau coach. Il va falloir que la mayonnaise prenne. La reconstruction est presque totale, ce qui pourrait demander un petit temps d'adaptation, et on peut rappeler aussi que parmi les étrangers, eh bien, seul Amadou Sidibé connaît le championnat de France. Donc là aussi, pour les étrangers, il va falloir un temps d'adaptation, à la fois au niveau du championnat, mais également tout simplement à la vie en France. De quoi peut-être envisager une montée en puissance progressive au fur et à mesure de la saison pour les Palois, en espérant pour eux qu'ils soient performants de suite pour s'éviter une saison à la Antibes l'année dernière, rappelez-vous, où Antibes avait débuté son championnat par 9 défaites en 11 matchs. Mais bon, revenons-en à Pau Orthez. Ces interrogations sont toutefois à nuancer. D'abord, parce que le coach, c'est Michael Hay. Voilà, fin de la vidéo, c'est fini. Non, je vais développer, pas d'inquiétude. Michael Hay, c'est un coach qui connaît très très bien la division parce qu'il a performé de nombreuses saisons en Pro B avec l'ADA Blois. Deuxièmement, ce qui me rend résolument optimiste pour Pau, c'est que je trouve vraiment le banc hyper intéressant, hyper à potentiel également, avec des joueurs qui, je pense, sauront être impactants sur des séquences plus ou moins longues. Et n'oublions pas d'ailleurs,
un Gaylor Currier, un excellent joueur pour la Pro B, qu'on a un petit peu oublié avec sa blessure la saison dernière, mais à l'instar de Rouen, eh bien, Gaylor Currier, ce sera peut-être le facteur X de cette équipe de Pau. Je parlerai également de Dalil Hadi, un jeune qui aura faim, qui a montré des flashs très intéressants la saison dernière. Et puis si Michael Hay voit du Mbaye Ndiaye en Seydou Ndiaye, eh bien moi, je sais pas vous, mais il n'en faut pas plus pour me hyper. Et j'en ai aussi très peu parlé. J'ai très bien prononcé son nom, c'est Sitraka Rahari Manantoanina. Il a vraiment été hyper dominant et hyper impactant physiquement sur des matchs la saison dernière avec Évreux. On sent vraiment qu'il commence à prendre la pleine dimension de son potentiel, de son gabarit et de son talent. Et je pense vraiment que ça peut faire un duo qui peut faire très mal sur le poste 5 avec Amadou Sidibé. Ce qui m'amène au troisième motif d'espoir, la raquette, que je trouve vraiment assez solide sur le papier. Et vraiment, je suis très hypé et j'ai très hâte de voir ce que la raquette va pouvoir donner. Il y a une dimension athlétique, il y a une dimension QI basket, il devrait y avoir de la présence au rebond. Je pense vraiment que ça peut être compliqué de prendre l'ascendant sur les intérieurs palois. Sauf peut-être en hauteur avec la raquette nantaise que j'ai présentée un petit peu avant. Venons-en à la dernière équipe de cette vidéo. Si je vous dis d'un dauphin, t'en fais pas un requin, vous pensez probablement à Lolo Ciara, notre poète basketteur national. Mais ce n'est pas de Lolo Ciara que l'on va maintenant parler, mais c'est plutôt des Sharks d'Antibes, qui sortent d'une saison où ils ont plutôt été des dauphins que des requins. Avec un J.D. Jackson toujours aux manettes, eh bien Antibes espère enfin avoir des résultats à la hauteur de ses moyens et de son recrutement, encore une fois alléchant. Au revoir Mathieu Boyer, le départ le plus significatif de l'été pour les Bayers, pour les Sharks plutôt, mais en tête de gondole du recrutement, on peut tout de même souligner deux belles prises que sont Antoine Aito, qui a réalisé une belle saison à Chalon en Betclic Elite et qui était encore un des meilleurs meneurs JFL de Pro B il y a 2 ans. On peut également citer Abdoulaye Loum, qui vient lui aussi de Betclic Elite, Baptiste Chouafé, le meilleur shooter à 3 points de Pro B la saison dernière, ou encore Shekina Mounanga, un ailier fort qui nous vient tout droit de Lille et Cap-Breton puisqu'il sort d'une saison blanche, et enfin Milan Charles qui revient de près. Alors, qu'est-ce que ça va donner en termes de roster ? Eh bien, dans ce roster, qui a déjà fière allure, on observe déjà que plusieurs joueurs étaient déjà présents la saison dernière. Donc il n'y a pas de reconstruction totale. Bubu Palo, le meneur américano-burkinabé, était déjà là, tout comme Samir Bedcom, qui devrait être le capitaine de l'effectif. Il y avait également Garland Green et Arthur Minkonda. Il manque, à l'heure où je tourne cette vidéo, encore une signature au poste 5 pour que Antibes soit au complet. Mais l'effectif semble déjà très intéressant, avec une ligne arrière qui devrait déjà donner le tournis à ses adversaires. Avec Antoine Aito, Bubu Palo, Samir Bedcom et Baptiste Chouafé, on a là des joueurs qui pourraient là aussi très clairement jouer, je pense, 25 minutes dans toutes les équipes de Pro B à peu près. Et en termes de profondeur sur les lignes arrière, eh bien du coup Antibes, ça devrait être fort. Ça devrait être très fort même. J'aime aussi beaucoup l'ajout de Milan Charles dans l'effectif, qui a été formé à Antibes et à qui on espère qu'il brillera autant qu'ont brillé des Timothée Lou Cabarro ou des Isaiah Cordinier à leur début professionnel avec Antibes avant lui. Passons au tableau de bord maintenant. Côté budget, Antibes possédait la saison dernière la plus grosse masse salariale et le deuxième budget. Donc autant dire que les Sharks seront une nouvelle fois considérés comme un cadre de la division avec des moyens très conséquents et le recrutement l'a d'ailleurs montré. L'an dernier, le requin est devenu dauphin. J'en parlais, car avec ses moyens presque démesurés pour la division et son roster 5 étoiles, Antibes a connu un démarrage catastrophique, avec 9 défaites en 11 matchs, ce qui a été rédhibitoire dans l'optique de figurer parmi le top 4. Et malgré une belle remontada en deuxième partie de saison sous l'impulsion du nouveau coach J.D. Jackson, Antibes a terminé à la 9e place, la place du pauvre, et n'a donc pas disputé les playoffs. Très gros échec donc pour les Sharks qui voudront absolument éviter que l'histoire ne se répète. Pour ce faire, Antibes a décidé de miser sur Antoine Aito, un joueur au caractère bien trempé qui n'a pas sa langue dans sa poche et qui, du haut de ses 36 ans, montre que son surnom de Mr. Big Shot n'est pas usurpé. Antoine Aito, il a fait monter Chalon en Betclic Elite il y a 2 ans avec des moyennes de 13,6 points, 4,4 rebonds et 5,3 passes D.
Et l'an dernier en Betclic Elite, eh bien, il valait encore 11,5 points, 3,8 rebonds et 4,5 passes D. Donc des statistiques à peu près similaires. Donc autrement dit, Antoine Eto'o, il est très loin d'être cramé et il produit encore bien seulement pour son âge. Il aura forcément un rôle de leader sur le terrain, mais aussi en dehors. Et il sera le premier relais du coach, avec qui on espère une bonne entente. On sait que ce n'a pas toujours été le cas avec Savo Vucevic du côté de Chalon, ce qui a peut-être précipité le départ du meneur vers la Côte d'Azur. L'autre joueur clé sera pour moi le futur pivot recruté. On sait que le poste de pivot est crucial en Pro B et il y aura fort à faire pour remplacer Mathieu Boyer qui était le meilleur intérieur la saison dernière. Abdoulaye Loum peut jouer aussi bien sur le poste 4 que sur le poste 5. Je suis vraiment très curieux de voir qui sera la dernière pièce du puzzle de l'effectif. Mais ça devra, je pense, être un pivot avec des bonnes mains et être capable d'être un point de fixation à l'intérieur pour permettre justement à la ligne arrière très fournie d'avoir de l'espace pour dégainer. Justement, l'an dernier, le gros point fort des Sharks, c'était leur raquette avec le meilleur intérieur de Pro B, Mathieu Boyer, la jeune pépite Zachary Perrin, MVP de l'Eurobasket U20 avec l'équipe de France cet été, et l'intérieur Louise Gavrilovic. Boyer et Perrin ont signé à Nancy à l'étage au-dessus, ce qui laisse donc à Antibes un trou béant dans la raquette. Au final, il y a eu des signatures intéressantes pour combler ces départs, mais la construction d'effectifs me laisse penser que le jeu antibois sera un peu plus porté vers le secteur extérieur, avec Antoine Eto'o, qui va forcément prendre beaucoup de place, Bubu Palo, qui est toujours un meneur intéressant, Samir Betcom, le capitaine, Baptiste Chouafé, le meilleur shooter à 3 points de Pro B. Donc voilà, j'ai quelques craintes sur le secteur intérieur. Enfin, plutôt que des craintes, j'ai quelques interrogations. Déjà, parce qu'il manque aujourd'hui un poste 5 qui n'a pas encore été recruté alors que la préparation a démarré depuis 15 jours. Et aussi parce que, Sheikh Inamunanga, sur le poste 4, il revient d'une saison blanche à Lille où il n'a pas joué. Et son compère Abdoulaye Loum, c'est certes un joueur habitué à évoluer à l'étage supérieur en Betclic Elite, mais toujours avec un rôle de l'ombre. Et donc, on peut naturellement se poser la question, qu'est-ce qu'il sera en mesure de produire en Pro B avec des responsabilités et un temps de jeu qui devrait être plus important. La deuxième crainte que l'on peut avoir réside dans la gestion des égos et des temps de jeu, notamment sur la ligne extérieure. Je l'ai dit, il y a beaucoup de bons joueurs qui pourraient aspirer à avoir beaucoup de temps de jeu ailleurs, et donc il va y avoir des caractères et des joueurs à gérer. J.D. Jackson va donc devoir faire attention à ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, difficile vraiment de savoir quelle sera la hiérarchie, quels seront les temps de jeu sur les lignes arrière, puisqu'en plus, tous ces joueurs-là sont polyvalents. Antoine Eto'o, Samir Betcom peuvent monter la balle, ils peuvent aussi être décalés sur le poste 2. Baptiste Chouafé est un ailier qui peut aussi jouer arrière. Garlon Green est un poste 3-4. Abdoulaye Loum, un poste 4-5. Donc voilà, il y a pléthore d'options possibles. Il va y avoir différents schémas de jeu, différentes associations qui vont être efficaces. Il va falloir faire des choix forts et donc chacun devra être en mesure et être capable d'accepter son rôle. Et enfin, même si je n'ai pas trop de doute à ce sujet, on pense évidemment au début de saison totalement loupé et raté de la saison dernière. Tous les supporters antibois doivent actuellement être en train de brûler un cierge pour ne pas revivre une telle entame, ce qui doucherait à coup sûr l'espoir d'une remontée immédiate, voire de qualification directe pour les playoffs, même si la saison sera longue. Et ce dernier point, justement, je vais tout de suite le balayer, parce que la deuxième partie de saison a créé une dynamique vraiment exceptionnelle avec J.D. Jackson aux commandes. Ensuite, j'ai parlé avec les interrogations d'un jeu qui pourrait être peut-être un petit peu trop porté sur le secteur extérieur, mais c'est tout simplement parce que le secteur extérieur, il est de très grande qualité. Il faut le reconnaître, il faut le dire. Il y a de l'expérience, il y a du talent, il y a beaucoup de shoots extérieurs. D'ailleurs, je n'en avais pas parlé, mais il y a énormément de joueurs capables de dégainer. Antoine Eto'o, Mr. Big Shot, Baptiste Chouafé, le meilleur shooter à 3 points, Samir Betcom aussi, qui est un shooter. Donc, il va y avoir beaucoup de joueurs très intéressants dans le secteur extérieur qui vont pouvoir dégainer de loin. Et surtout, voilà, on y regarde de près, rien que pour la présence d'Antoine Eto'o dans un roster de Pro B, on sait que, voilà, le secteur extérieur va être à surveiller énormément pour les adversaires. Le dernier point, mon dernier motif d'espoir, ça va être en termes d'expérience. À travers la connaissance du haut niveau d'Antoine Eto'o, d'Abdoulaye Loum, qui ont joué des Coupes d'Europe, des joueurs qui sont habitués à gagner, qui vont essayer justement de transmettre cette culture de la gagne à leurs coéquipiers, car oui, l'objectif de Antibes, c'est bel et bien de remonter tout de suite, rapidement dans l'élite, d'ici 2-3 ans. Donc c'est pour ça que j'ai très peu de doutes sur le fait que Antibes fasse une bien meilleure saison que la saison dernière. Puisqu'avec un retard au démarrage comme ils ont eu, s'ils avaient fait une saison, un démarrage plutôt correct, ils auraient été en play-off. Et donc difficile cette année de ne pas les voir justement dans le top 6,
synonyme de qualification directe pour les playoffs. Voilà, on arrive enfin, vous vous dites peut-être, à la fin de cette vidéo. C'était beaucoup de travail de préparation. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires. Est-ce que c'était trop long? Est-ce que j'ai bien parlé des différents clubs que vous supportez? Est-ce qu'il y avait des infos qui étaient manquantes? Voilà, n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires. C'est fait pour ça. Je suis très content de vous avoir retrouvé. J'ai hâte que le basket et la Pro B redémarrent et je vous dis à très bientôt. Bye bye.